Mesdames et messieurs les bâtonniers, chers consoeurs, chers confrères, bienvenue pour cet après-midi où on entre véritablement dans le vif du sujet de notre 33e congrès de la CIB. Et pour introduire cet après-midi consacré au mode alternatif de résolution des conflits, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Loïc Cadiet de l'École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, président de l'Association internationale de droit processuel. Je vous cède la parole et bienvenue. Merci Madame de vos mots d'accueil. Monsieur le Président de la CIB, Monsieur le Président du 33e Congrès, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois, Monsieur le Président du jeune barreau vaudois, Messieurs, Madame les hautes personnalités, Mesdames, Messieurs, il m'appartient donc de vous présenter une introduction générale aux modes alternatifs de règlement des conflits. Je remercie la CIB de m'en avoir fait l'invitation, mais si j'en ressens profondément l'honneur, je mesure la difficulté de l'exercice, car il s'agit, en quelques minutes, de saisir l'insaisissable, d'ordonner le désordre, car en vérité, passer la référence facile et désormais familière aux marques, aux modes alternatifs de règlement des conflits, c'est un parcours d'obstacles qui se présente devant celui qui veut en arpenter le champ. Les idées reçues sont une première difficulté. À cet égard, les marques ne sont ni une transposition, ni une imitation des Alternative Dispute Resolution, qui sont du reste d'apparition récente en common law. Ils existent depuis toujours. Le droit romain les connaissait déjà, et ils sont venus jusqu'à nous dans des géométries variables selon les territoires, les époques et les circonstances. Ils sont inscrits dans la culture traditionnelle d'un nombre important de sociétés d'Afrique ou d'Asie. Et c'est à l'arbitrage que la grande loi française des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire consacrait son titre premier. Cela n'a rien de nouveau. La nouveauté tient simplement à l'amplification et à la diversification considérable du phénomène dans la période contemporaine, y compris devant le juge lui-même, au-delà même du seul contentieux civil, puisque ni la procédure pénale, ni le contentieux administratif n'ont échappé à l'emprise de cette justice alternative. Ce ne sont plus les modes judiciaires et les modes amiables qu'il faut opposer, mais les modes juridictionnels et les modes alternatifs qui peuvent être judiciaires aussi bien qu'extrajudiciaires. Même s'il est difficile d'en prendre la mesure en raison de l'opacité du phénomène, comment expliquer ce regain contemporain? Il est permis d'y voir l'effet conjugué de deux facteurs. Une première raison tient sans doute à ce que l'on nomme par commodité la crise de la justice, caractérisée par l'explosion du contentieux et sans augmentation corrélative des moyens de la justice, par l'encombrement des juridictions qui en est la conséquence. Le phénomène n'est pas propre à la France, il est documenté par plusieurs études de droit comparé. Les solutions alternatives sont autant de circuits de dérivation dont on soupçonne sans peine qu'ils répondent aux attentes de l'État, qui voit un instrument opportun d'externalisation du règlement des différends de nature à contenir le budget de la justice. Cette première raison est clairement pragmatique, voire utilitariste. Les modes alternatifs de résolution des conflits sont devenus un outil de la managérialisation de la justice, d'ailleurs admis au titre de la bonne administration de la justice par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais dans l'affirmation du phénomène, il y a peut-être une deuxième raison plus profonde qui touche à l'évolution des modes de régulation sociale, c'est-à-dire à la structure même de la société,
ce qui vaut plus particulièrement pour la France. Qu'on le regrette ou non, l'État n'est plus ce qu'il était, ni par conséquent la loi, qui a cessé d'être le centre de l'univers juridique qu'elle était depuis la codification napoléonienne. Ce déclin de ce qu'on appelle le légicentrisme est de nature à favoriser la contractualisation des rapports sociaux en général, la contractualisation du règlement des différends en particulier. Cette contractualisation exprime le passage d'un ordre juridique imposé à un ordre juridique négocié. La société contractuelle peut être une réponse à la société contentieuse. Ces modes alternatifs font partie de ce que j'appelle le système pluriel de justice, défini comme l'ensemble des réponses que l'État met à la disposition des citoyens pour régler les conflits susceptibles de les opposer, ce qu'on peut appeler une offre plurielle de justice. En common law, on parle, selon le contexte, de multi-doors system. Au Brésil, de justicia multiportas, justice multiporte. C'est la même idée qui court, un même principe qui est à l'œuvre, principe d'adéquation ou d'idonéité, en vertu duquel, à chaque type de conflit, il convient de lui attribuer le mode de résolution le plus approprié. Cette conception des modes alternatifs de résolution des conflits comme partie intégrante du système de justice est symbolisée de manière éclatante par la place que les législations contemporaines leur accordent dans les codes de procédure juridictionnelle. Pour n'évoquer ici que le contentieux civil, c'est par exemple dans un livre 5e que le Code de procédure civile français, c'est dans un livre 5e de ce code que le législateur français a installé en 2013 les dispositions relatives à la résolution amiable des différends. Le législateur québécois a même été plus audacieux puisque le nouveau Code de procédure civile du Québec, adopté en 2014, s'ouvre sur un titre premier consacré, je cite, « au principe de la procédure applicable au mode privé de prévention et de règlement des différends ». Alors, au-delà de ce tableau général, il n'est pas inutile de clarifier quelques questions particulières qui sont autant d'obstacles supplémentaires à la compréhension des modes alternatifs de résolution des conflits. Ces questions sont à la fois des questions de mots et des questions de fond. Des questions de mots, pour commencer. Elles sont importantes. Les modes alternatifs de règlement des conflits sont encombrés de flottements, d'imprécisions terminologiques qui ne favorisent pas une claire intelligence des problèmes posés. Examinons-les. Les marques sont des modes alternatifs, d'une part, de résolution des conflits, d'autre part. Des modes alternatifs. Les modes alternatifs de résolution des conflits sont peut-être une mode, ce qu'affirment certains, ce que je ne pense pas. Ils sont en tout cas un mode, c'est-à-dire, selon la définition qu'en donnent les dictionnaires, la forme particulière d'une action. Ce n'est qu'assez récemment que les dictionnaires juridiques ont fait une place au mot « mode » à travers l'expression « modes alternatifs de règlement des conflits », encore que ces définitions varient considérablement d'un dictionnaire à l'autre. On en retiendra cependant que les modes sont des procédés, voire des procédures sans procès, comme on a pu les qualifier. Ils sont aussi présentés comme des processus, ce qui est le cas dans la directive européenne du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. Il est notable, vous l'observerez, que tous ces vocables rapportent les marques au vocabulaire processuel, les mettent en regard avec les procédures juridictionnelles, avec ce que cela suppose d'organisation de moyens en vue d'aboutir à un résultat. Là, un jugement, ici, un accord, avec tout ce que cela suppose de formes à respecter et de délais nécessaires pour avancer depuis l'accord pour trouver une solution alternative jusqu'à l'accord sur cette solution alternative. Ces procédures sans procès, surtout quand elles font intervenir un tiers, ce qui n'est pas nécessairement le cas, ne mettent pas en œuvre une justice sans forme.
c'est une autre forme de justice. Alternatif vient après mode. Le mot alternatif est souvent présenté comme un emprunt maladroit à l'anglo-américain Alternative Dispute Resolution. Mais en vérité, il est loin d'être inconnu du langage traditionnel du droit. Aussi bien dans la notion d'obligation alternative qui figurait déjà dans le Code civil de 1804, que dans la notion de peine alternative, en passant par la notion de règle alternative. Alternative signifie qui laisse un choix entre deux ou plusieurs solutions, qui ouvre une option entre deux ou plusieurs parties. Le glissement s'est ensuite opéré de l'épithète vers le substantif en même temps que du singulier vers le pluriel, comme dans l'expression « les alternatives aux poursuites », définies comme des solutions intermédiaires entre les deux termes de l'option pénale, poursuivre, c'est-à-dire déclencher l'action publique, ou ne pas poursuivre, c'est-à-dire classer sans suite. On pourrait ainsi dire des modes alternatifs de règlement des conflits qu'ils ne sont pas seulement un élément du choix entre deux sortes de modes de solution des conflits, mais aussi une solution intermédiaire entre agir en justice et renoncer à agir en justice. Les modes alternatifs de règlement des conflits sont certes la recherche de la solution consensuelle du litige à la place de la saisine des tribunaux, mais en favorisant leur développement, ce qu'on appelle la favor arbitrandum ou la favor accordandum, les pouvoirs publics cherchent aussi à donner une solution à des conflits qui, sans cela, resteraient sans solution. À cet égard, les marques ont bien sûr affaire avec les actions collectives et plus généralement avec la problématique de l'accès à la justice, comme Mauro Capelletti l'avait parfaitement identifié il y a 40 ans déjà. Il faut donc insister, me semble-t-il, sur la neutralité et la fonctionnalité du caractère alternatif qui doit s'entendre de façon générale comme une autre manière de régler les conflits. Mais en ce sens, l'amiable composition judiciaire est un mode alternatif au jugement en droit, l'arbitrage, un mode alternatif aux procédures judiciaires, la médiation conventionnelle, un mode alternatif aux procédures judiciaires aussi bien qu'à l'arbitrage, la procédure participative, un mode alternatif à la médiation conventionnelle, etc., etc. Un mode peut en chasser un autre, un mot peut aussi en chasser un autre. Résolution des conflits. Les organisateurs de ce congrès ont retenu le mot « résolution » et non pas celui de « règlement ». C'est sans doute que le terme « règlement » peut très vite prendre une connotation péjorative. Régler renvoie à règle, et règle renvoie à rectitude, rigidité, discipline, autorité, voire à une certaine brutalité, si ce n'est violence, ce qu'exprime, d'un certain point de vue, l'article 12, alinéa 1er du Code de procédure civile français, qui dispose « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. La règle de droit impose au juge de trancher le jugement tombant, comme le couperet d'une guillotine. » Du coup, l'expression « résolution » paraît mieux convenir aux modes alternatifs, surtout quand il s'agit des modes amiables, car l'amiable postule l'altérité, donc des concessions, la flexibilité, la souplesse. Il s'agit moins de trancher brutalement le litige comme Alexandre tranchant le nœud gordien que de dissoudre le conflit après l'avoir patiemment dénoué. Il y aurait de la thérapie dans les marques. Leur vocation est de rechercher entre les parties une composition, on dit aussi une pondération de leurs intérêts respectifs. On parle d'accord gagnant-gagnant, win-win deal. L'arbitrage occupe certes une place singulière dans ce débat sémantique, car s'il est un mode alternatif au règlement judiciaire du litige, il reste un mode juridictionnel et non pas amiable. Le barreau français s'est récemment sorti de la difficulté en se référant
à propos du programme de l'examen d'entrée aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats, aux modes amiables de résolution des différends et modes alternatifs de règlement des différends. Mais alors, le débat soulevé à propos du mot résolution rebondit à propos du mot conflit. Conflit, litige, différend, contestation, voire dispute, mot devenu désuet en langue française, mais utilisé en common law, dispute resolution. Ces différents termes sont généralement employés l'un pour l'autre. La terminologie ne varie pas seulement d'un auteur à l'autre, mais aussi d'un texte à l'autre, parfois même à l'intérieur de la même disposition légale, comme le montre à l'envi, par exemple, cet article L132-1 du Code de procédure civile français qui dispose « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. » Est-il donc si indifférent de parler de conflit ou de litige? La réponse à cette question n'est pas un simple exercice théorique ou rhétorique. Elle présente des intérêts au regard du choix du mode de solution des différends. L'opinion est ainsi exprimée que les modes de résolution alternatifs concerneraient les conflits, tandis que les modes de règlement juridictionnel ne vaudraient que pour les seuls litiges. Un auteur a écrit « Le litige est au procès ce que le conflit est à la médiation ». Je ne partage pas cette analyse. Sans entrer à ce stade dans une discussion trop théorique, disons simplement que la notion de conflit est générique et a donc vocation à englober la notion de litige, qui est une espèce de conflit, plus précisément un conflit juridiquement relevant, c'est-à-dire un conflit susceptible de faire l'objet d'une solution juridique par application des règles de droit, parce qu'il trouve son origine dans une situation d'incertitude juridique. Autrement dit, tout conflit n'est pas un litige, et un conflit peut être réglé, et un litige peut être juridiquement réglé, sans que le conflit qui lui a donné naissance ne le soit. Qu'on songe par exemple à un conflit social, à un conflit de voisinage, ou à un conflit post-conjugal. Un mode alternatif peut plus aisément qu'un mode juridictionnel embrasser l'ensemble des aspects du conflit, dans ses éléments juridiques aussi bien que dans ses éléments non juridiques, afin d'en permettre une solution complète et définitive. À certains égards, les marques participent de ce que j'appellerais une écologie de la justice, orientée vers la recherche de solutions durables. Et je dirais que le bilan carbone des bonnes alternatives est sans doute supérieur à celui des modes juridictionnels, même si les uns, comme les autres, ont vocation, bien sûr, à rétablir la paix civile, à retisser le lien social qui a été déchiré par le conflit. Le jugement a aussi cette fonction qui est sa fonction éthique, sa finalité longue, pour faire écho à Paul Ricoeur. C'est pourquoi il n'est pas possible d'admettre cette opinion caricaturale selon laquelle la médiation crée l'altérité, le procès fait l'adversité. En tout cas, le débat n'est pas clairement tranché, les deux expressions de conflit et de litige se côtoient, quand elles ne sont pas évincées par celles de différend, comme dans l'intitulé du livre 5 du Code de procédure civile français, à la suite d'un décret du 20 janvier 2012, transposant la directive européenne du 21 mai 2008, dont la version française utilise pourtant le mot « litige ». Les questions de mots révèlent déjà des questions de fond, mais il en est d'autres. Au niveau de généralité auquel cette introduction est appelée à se situer, et que je vous remercie de bien vouloir excuser, deux questions doivent être brièvement évoquées, où l'incertitude entourant la première fait place à la certitude devant commander la solution donnée à la seconde. La première question est celle du domaine des modes alternatifs de règlement des conflits, qui est plus ou moins largement défini, car il n'y a pas de catégorie canonique des modes alternatifs, et encore moins de vérité révélée sur ce point.
Dans la conception la plus large, la plus extensive, la catégorie des marques embrasse les formes extrêmement variées de l'arbitrage, de la transaction, de la composition, de la conciliation, de la médiation, de l'ombudsman et des autres médiateurs publics, de l'autorégulation des professions, des enquêtes internes aux entreprises pour le compte de la justice, introduite en droit français avec la Convention judiciaire d'intérêt public par une loi de 2016, voire de l'intervention d'autorités administratives ou publiques, subordonnées au pouvoir exécutif ou non, comme les autorités de régulation du marché. Les modes alternatifs atteignent même à la quintessence lorsque les contractants vont jusqu'à prévenir ou anticiper les litiges éventuels qui pourraient survenir entre eux en insérant dans le contrat des clauses appropriées d'adaptation du contrat ou de règlement des différends. Dans un sens beaucoup plus restrictif, une loi fédérale adoptée aux États-Unis en 1998, l'Alternative Dispute Resolution Act, limite les modes alternatifs aux méthodes qui impliquent une tierce partie neutre pour aider à résoudre les points en conflit en dehors de la juridiction. Et de citer Early Neutral Evaluation, Mediation, Mini-Trial and Arbitration. Pour certains auteurs, la conception française serait encore différente, qui ne retiendrait pas l'arbitrage au nombre des modes alternatifs de résolution des conflits, car l'arbitrage est un mode de solution juridictionnelle, et qui les limiterait aux procédures impliquant une tierce personne, ce qui exclurait les procédures de négociation. Je ne pense pas que ce soit le cas. D'abord, historiquement, l'arbitrage est clairement apparu comme une alternative à la justice étatique. Cette dimension est même d'autant plus forte que l'arbitre reçoit mission de trancher le litige comme amiable compositeur, sans compter la possibilité toujours offerte de sentences d'accord parties et des combinaisons de l'arbitrage et de la médiation comme le med-arb. Par ailleurs, je ne pense pas qu'il faille limiter les modes alternatifs de résolution des conflits aux seules procédures faisant intervenir une tierce personne dans la solution du conflit. Leur spectre est plus large. Il est en effet de tradition que les parties peuvent aussi se concilier d'elles-mêmes. La règle figure dans l'article 127 du Code de procédure civile français. La conciliation est ainsi, selon le cas, un phénomène de négociation quand elle se fait directement entre les parties, assistée ou non d'un avocat, comme avec le droit collaboratif et la procédure participative, ou un phénomène de médiation quand elle passe par l'intermédiaire d'un tiers. Se pose alors l'inévitable et agaçante question de la distinction de la conciliation et de la médiation. Sur ce point, on trouve tout, absolument tout, et son contraire. En vérité, la distinction de la conciliation et de la médiation ne résiste pas à l'épreuve du droit positif, comme en témoigne leur définition commune, conjointe, identique par la directive européenne de 2008. Tout processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Il importe assez peu, à partir de là, que le tiers soit plutôt un facilitateur, ce qui doit rester le principe, ou plutôt un aviseur, ce qui peut être admis, dès lors que l'intervention active du tiers dans la définition du contenu de la solution demeure respectueuse des principes directeurs de la résolution amiable et notamment de l'impartialité. Mais ce sont alors des questions de régime qui se posent. Chaque mode alternatif obéit bien sûr à son régime propre, dans le détail duquel il est hors de question d'entrer. La question soulevée ici est davantage celle de l'existence de principes généraux de la justice alternative. Lorsque la justice est dispensée par le juge lui-même ou, par extension analogique, par un arbitre, les parties bénéficient de garanties procédurales, référées au principe du droit au procès équitable, au sens de l'article 6, paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, qui participe de la garantie des droits, selon les termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais par hypothèse, ces garanties-là font défaut lorsque les parties empruntent la voie d'une solution amiable de nature contractuelle. On est alors dans un contrat,
où la partie la plus forte peut imposer sa loi à la partie la plus faible. Cependant, si l'on défend l'idée que les modes de résolution amiable doivent être articulés au mode juridictionnel de règlement des conflits, dans le cadre de ce que j'ai appelé un système de justice plurielle, les garanties qu'offrent ces deux modes de solution des différends doivent alors être équivalentes. Et il faut aller jusqu'à dire qu'au droit au procès équitable doit ainsi répondre le droit à une résolution amiable équitable. La nécessité d'entourer de garanties les modes alternatifs de résolution des conflits n'est certes pas nouvelle. Le Code civil français en porte témoignage depuis 1804 à travers les conditions auxquelles il subordonne par exemple le recours à la transaction. Conditions de forme, tenant à la nécessité d'un écrit, conditions de fond, tenant à la nécessité pour les parties d'avoir la libre disposition de leurs droits litigieux et de se faire des concessions réciproques. Mais ces garanties-là ne suffisent plus. Il s'agit en effet de garanties de droits substantiels concernant l'accord lui-même et non pas le processus qui conduit à cet accord. Or, la résolution amiable est procédure avant d'être contrat. Le développement contemporain des modes alternatifs de règlement des conflits fait ainsi apparaître la nécessité d'autres garanties d'ordre processuel ou procédural, sorte de principes directeurs de la résolution amiable. Quels sont ces principes ? Certains de ces principes sont semblables aux exigences du procès équitable, comme l'exigence d'impartialité du tiers médiateur, de l'égalité des armes entre les parties, et partant de la loyauté du processus de résolution du conflit. Mais les modes alternatifs de règlement des conflits sécrètent aussi, au profit des parties en conflit, d'autres garanties que celles du procès équitable. Ces garanties spécifiques résultent de leur nature contractuelle. Il s'agit notamment du principe du consentement, qui est de l'essence de la résolution amiable, et du principe de confidentialité consacré par les instruments internationaux aussi bien qu'en droit interne. Pour autant, il reste à s'interroger en guise de conclusion sur la nature de cette justice amiable. Une justice peut-elle être amiable ? Ou, pour le dire autrement, amiable est-elle encore justice ? Saint-Just ne voulait-il pas, dans ses fragments sur les institutions républicaines, interdire aux amis de plaider entre eux ? Dans l'Éthique à Nicomaque, Aristote traite de la justice au livre 5 et de l'amitié au livre 8. Or, comme l'exprime si bien Paul Ricoeur, je le cite, « La vertu de justice s'établit sur un rapport de distance à l'autre, aussi originaire que le rapport de proximité à l'autrui offert dans son visage et sa voix. Ce rapport à l'autre est, si l'on ose dire, médiatisé par l'institution. L'autre, selon l'amitié, c'est le « toi », l'autre, selon la justice, c'est le « chacun », comme il est signifié par l'adage latin « suum cuique tribuere », à chacun le sien. Mais précisément, dès lors qu'un tiers s'interpose dans le processus de solution du conflit, que ce tiers soit juge, arbitre ou médiateur, le rapport à l'autre est médiatisé par l'institution du tiers. Il ne relève donc plus de l'amitié, mais bien de la justice, qui doit demeurer la seule boussole. Cette boussole est même la seule dans les sociétés fracturées en raison d'une guerre, d'une dictature, d'une ségrégation ayant porté une atteinte systémique aux droits fondamentaux. Il est alors question de justice transitionnelle qui participe aussi, d'une certaine manière, des modes alternatifs de règlement des conflits, que ce soit au regard des outils qu'elle met en œuvre, comme les commissions vérité et justice, ou que ce soit au regard des finalités restauratives qu'elle poursuit. Mais cet aspect-là du programme ne me concerne plus. Je vous remercie de votre attention. Il nous appartient souvent aussi à nous, avocats et avocates, de poser les questions qui fâchent, d'où celle qui vous est proposée cet après-midi, en ce sens que, mais la justice transitionnelle est-elle vraiment une nécessité ?
Et pour y répondre, j'invite le professeur Fabian Salvioli de l'Université nationale de La Plata, rapporteur spécial des Nations Unies pour la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition. Bienvenue et merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je ne maîtrise pas la langue de Molière, la belle langue de Molière comme mon prédécesseur, mais je ferai le mieux de moi. Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de cet congrès très impressionnant. Très impressionnant. Je me sens vraiment très à l'aise de pouvoir être parmi vous et aussi d'avoir rencontré des collègues qui ont travaillé ensemble en Haïti, à Port-au-Prince, et d'autres collègues. Donc, j'ai des amis dans la salle. Ok, bon, je vais aller tout de suite à les sujets que m'ont proposés. Et c'est s'il y a une nécessité de la justice transitionnelle. Et ma réponse peut-être va être un peu étonnante, parce que ma réponse initiale c'est non, pas du tout. Et c'est une réponse un peu bizarre pour quelqu'un qui vient, autant que rapporteur sur la justice transitionnelle des Nations Unies, mais permettez-moi de m'exprimer un petit peu. Il y a un problème quand on pense que la justice transitionnelle, c'est le but, c'est l'objectif. Et non. L'objectif, c'est de respecter les droits de la personne humaine. C'est de garantir les droits de la personne humaine. Ça veut dire qu'il faut travailler pour le respect et les garanties des droits de l'homme, surtout quand on a subi des violations massives ou systématiques des droits de la personne, comme c'est le cas qui aborde la justice transitionnelle. Je ne sais pas si vous connaissez très bien le mandat qui a créé le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur la justice transitionnelle, mais je dois travailler sur les sorties de conflits armés et sur les passages de régime autoritaire à la démocratie. Ce qu'on connaît beaucoup en Amérique latine et bien sûr dans mon propre pays, la République argentine. Et permettez-moi de vous raconter une très petite histoire. Quand j'ai commencé à travailler en droit de l'homme, c'était à la sortie de la dictature militaire en Argentine. Je parle de l'année 82, j'avais 19 ans. Et je commençais à travailler en Amnesty International à la République argentine. Les militants des droits de l'homme, nous ne voulons rien savoir avec la justice transitionnelle. Parce que la justice transitionnelle, à l'époque, voulait dire l'impunité. 35 ans après, bon, je suis le rapporteur sur la justice transitionnelle. Ce n'est pas moi qui a changé. C'est la justice transitionnelle qui a changé. Et il faut tenir compte de la nouvelle dimension de la justice transitionnelle. Et pour ça, il faut comprendre que le devoir de garantie, c'est de la prévention, l'investigation des violations, le jugement des responsables et la réparation intégrale pour les victimes. Donc, la deuxième réponse à la question de si
c'est une nécessité. La justice transitionnelle, c'est oui, bien sûr. Mais si la justice transitionnelle, toujours, est prise en compte pour faire justice. La transition, c'est la transition du pays, ce n'est pas la transition de la justice. Le mot justice transitionnelle peut mélanger un petit peu les choses. Et la justice transitionnelle a des besoins. Donc, je voudrais changer le titre de s'il y a une nécessité de la justice transitionnelle pour parler de la nécessité qu'il y a la justice transitionnelle. Quelles sont les nécessités qu'il y a la justice transitionnelle? La première nécessité, et c'est absolument le point de départ nécessaire, c'est d'être compris dans le cadre des droits de la personne humaine. Parce que, comme vous bien le savez, la justice transitionnelle a une dimension juridique et une dimension politique. Et ces deux dimensions sont toujours en tension. Si vous regardez les processus de justice transitionnelle partout, dans tout le monde, il y a toujours une tension entre la dimension juridique et la politique. Et j'ai convaincu qu'il faut carrer la justice transitionnelle dans le domaine juridique. Et puis, bien sûr, il y aura des discussions. Et ça veut dire de respecter les 4 piliers de la justice transitionnelle. Ça veut dire la vérité, à travers des commissions de la vérité, etc. Il y a divers mécanismes. La justice, ça veut dire de accountability, c'est-à-dire de juger les responsables pour les violations qui ont été commises. La réparation, que c'est plus que l'idée de compensation, mais moi je ne vais pas parler maintenant de ça parce qu'après on a une table ronde sur ça. Et les garanties de non-répétition, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. C'est un devoir. C'est une obligation. Les États n'ont pas le droit de choisir. On ne peut pas avoir vérité contre justice, comme à l'époque des années 80 dans mon pays et dans d'autres pays. Maintenant, tous les piliers sont connectés et il faut tout accomplir. La deuxième nécessité de la justice transitionnelle, c'est le centre de mon mandat, c'est le centre de mon rapport que j'ai présenté à l'Assemblée des Nations Unies dans le mois de septembre et même au Conseil des droits de l'homme dans le mois de septembre aussi. Donc c'était tous les deux en septembre, octobre. C'est de mettre la victime au centre des processus. Il y a beaucoup de monde qui parle au nom de la victime. Mais d'habitude, la victime est dehors du processus ou arrive très tard au processus de justice transitionnelle. Et ça, bien sûr, donne des frustrations aux victimes. Et dans la participation de la victime, il faut toujours tenir compte de la participation de la femme. D'habitude, les femmes sont dehors du processus de participation et la contribution de la femme pour la consolidation de la paix, c'est remarquable, toujours. Le troisième défi de la justice transitionnelle,
c'est d'être considéré comme un outil pour la construction de la paix. Je vais revenir sur ces sujets dans quelques minutes. Mais permettez-moi maintenant de parler un petit peu de la garantie de non-répétition. Ce n'est pas seulement la réforme institutionnelle. Ce n'est pas seulement de réformer la police, l'armée, les pouvoirs judiciaires, bien sûr. Il y a un rôle fondamental pour l'éducation. Moi, j'ai constaté avec beaucoup de préoccupation que dans quelques pays qui ont subi des violations massives des droits de l'homme, les jeunes, la jeunesse, ça veut dire des gens avec 20, 25 ans, n'ont aucune idée de ce qui s'est passé dans le passé. Et ça, c'est, je vous assure, dangereux. Ça, c'est très dangereux. Donc, les garanties et non-répétition ont un côté très important du point de vue de l'éducation, de la formation en général. Et surtout, d'aborder les racines du conflit. Il y a quelques pays que la situation qui a amené les gens à avoir un conflit, même des conflits armés, continue la même. Dans le même lieu. Et ça pose des problèmes aussi. Donc, aborder vraiment les racines du conflit, c'est très important. Et maintenant, il faut oublier que la justice transitionnelle s'agit seulement des droits civils et politiques. C'est aussi, en plus, les droits économiques, sociaux et culturels. Donc, la justice transitionnelle, ce n'est pas seulement aborder les passés. C'est surtout aborder les futurs. Et pour ça, il y a des défis, et je vais essayer de finir mon intervention. Les défis de la justice transitionnelle maintenant, c'est surtout d'avoir des résultats. Avoir des résultats, et quand je parle de résultats, je parle des droits des victimes. Je parle de satisfaction des victimes. Je parle de compensation des victimes. Je parle de la reconnaissance des victimes. Je parle de la non-revictimisation des victimes. Que ça passe, et ça passe partout. Aussi, c'est très intéressant, et je l'ai mis dans mon rapport au Conseil des droits de l'homme, d'aborder la relation entre la corruption et la justice transitionnelle. Parce qu'il y a un lien très clair entre les violations graves et massives des droits de l'homme et la corruption. Et la corruption structurelle. Je pense qu'il y a l'émergence de les droits humains à la transparence dans la politique publique. Mais ça, c'est une autre affaire, donc je ne vais pas parler de ça, mais j'écris quelque chose sur ça. C'est très intéressant. Aborder aussi le rôle des acteurs non étatiques en matière de justice transitionnelle. D'habitude, on fait les focus sur l'État et pas sur les acteurs non étatiques. Et maintenant, vous avez, ça c'est
aussi un défi. Et aborder la situation de justice transitionnelle avec toute responsabilité. On ne peut pas oublier par décret. On ne peut pas obliger les gens à oublier. On ne peut pas obliger les gens à pardonner. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est, encore une fois, faire victime à la victime. Parce que sinon, le passé revient toujours. Et il y a des exemples partout sur ça. Je me trouve des gens avec 90 ans dans divers pays du monde en disant « j'ai toujours cherché la justice et après moi, mon fils et après moi, mon nièce vont poursuivre la justice. » Donc, il faut aborder le passé avec toute responsabilité pour la construction des futurs. Un autre défi, c'est considérer ensemble la paix, la sécurité et la justice transitionnelle. Ça veut dire la logique de la guerre froide, ce n'est pas plus applicable. Donc, droits de l'homme, justice transitionnelle, paix, sécurité doit être ensemble. Et ce que je dis peut résulter évident pour vous, mais ce n'est pas évident pour le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui veut rester avec les pouvoirs de dire qu'est-ce qu'il y a dedans la paix et la sécurité. Donc il faut changer les paradigmes. Et ça, c'est un défi aussi de la justice transitionnelle. Enfin, nous sommes tous et toutes avocats, avocates, juges, etc. ici, ou presque tous, presque toutes. Donc, un jour, on a décidé le chemin de la justice. Quand on a décidé d'étudier les droits. Mais le droit est devenu un fin lui-même. Et ça, c'est un problème. On ne devrait jamais oublier ce qui nous a envoyés à étudier le droit, que c'est la justice. Et la justice transitionnelle ne peut pas devenir contre l'idée de la justice. Ça veut dire, chacun, chacune entre nous, on doit nous interroger nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait pour la justice? Pas pour les droits, pour la justice. Et quand on parle de justice transitionnelle, quand on travaille en justice transitionnelle, quand on doit travailler sur des situations terribles de violations graves, massives des droits de l'homme, des droits humanitaires, on doit nous interroger qu'est-ce qu'on fait pour la justice plus que jamais. Je vous remercie beaucoup. Merci, professeur Salvioli. Je crois que malgré votre première réponse un peu surprenante, vous nous avez convaincus de la nécessité ou des nécessités de la justice transitionnelle. Je vous en remercie. Reste à en évoquer les défis. Et pour ceci, je cède la parole au professeur Pierre Azan de l'Université de Neuchâtel, conseiller en matière de justice transitionnelle également pour le Centre pour le dialogue humanitaire. À vous.
Mesdames et messieurs, bonjour. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Et c'est très impressionnant de voir. J'ai jamais vu autant d'avocats de ma vie, donc j'espère que j'ai rien à me reprocher. Notez bien, mais j'en suis pas sûr. Fabienne Salvioli vous a dressé un panorama de la justice transitionnelle. Et j'aimerais marcher sur ses traces et aussi questionner un certain nombre de points qui sont effectivement essentiels dans la justice transitionnelle, mais qui me semblent parfois formidablement difficiles à mettre en pratique. Mais avant d'aborder ces points-là, laissez-moi simplement vous dire comment je suis arrivé à la justice transitionnelle. Parce que la Genèse, chaque fois, permet d'expliquer un certain nombre de choses et donne à comprendre. Il se fait qu'en 1994, en 1994, comme on dit ici, j'étais au Rwanda, juste après le génocide. Et j'étais à Kigali, dans d'autres villes, et l'odeur des morts, les odeurs des charniers, jamais je ne les oublierai. Et je voyais ces gens, certains survivants, sur les collines, et d'autres personnes qui avaient peut-être participé, qui étaient là, et il y avait et au milieu ces bâches bleues du HCR qui recouvraient les fosses communes. Et je me posais simplement cette question, mais comment donc les gens vont revivre ensemble après l'effondrement d'une société, après l'effondrement des normes, après l'effondrement des valeurs? Comment refait-on société? Comment est-ce possible? Il se fait que l'année suivante, et vous allez dire que je vais dans des drôles d'endroits, j'étais dans l'ex-Yougoslavie, j'étais en Bosnie, et il y avait Srebrenica. Et Srebrenica, l'année suivante, après les massacres de juillet 95, c'est-à-dire là où le crime le plus important commis en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, là où entre 8 000 et 10 000 personnes ont été tuées dans une zone dite de sécurité par les Nations Unies, l'année suivante, j'y suis retourné avec 3 femmes originaires de Srebrenica, mais qui avaient réussi à fuir, mais dont les maris et certains enfants étaient morts. C'était la première fois qu'elles retournaient. Et on était dans la voiture, on se demandait mais comment ça allait se passer. Et puis la première rencontre a été extraordinairement positive, puisque en fait c'était une voisine serbe qui occupait sa maison, elles se sont tombées dans les bras, c'était très émouvant. La deuxième rencontre était au contraire très, très dramatique. Quelqu'un a sorti un fusil, a essayé de tirer en l'air pour nous éloigner. Donc, et là encore, je me suis posé cette même question, mais celle de la refonte d'une société. Lorsque les armes se sont tues, comment fait-on le lien entre un passé oppressif de violation massive des droits de l'homme et de l'autre côté, la nécessité de vivre ensemble? Alors la réponse, et c'est celle qu'a donnée Fabienne Salvioli tout à l'heure, c'est l'idée d'une justice transitionnelle. Il a cité effectivement l'étape de la loi en quelque sorte, c'est-à-dire l'idée que la justice judiciaire, proprement judiciaire, est extraordinairement importante, avec au centre la victime. Il a parlé, et c'est vrai qu'il y a des tribunaux qui sont créés, tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, pour le Rwanda, la Cour pénale internationale, le tribunal spécial pour le Cambodge, pour le Liban, pour la Sierra Leone, et on voit tout cet extraordinaire effort de la communauté internationale. Je vais revenir dessus aussi pour m'interroger sur ces points-là. La deuxième chose, il a raison aussi de mentionner les commissions vérité, et c'est vrai qu'il y en a eu une quarantaine, 50aine de par le monde qui ont essayé de créer un nouveau narratif, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a été avec son conjoint, avec des amis au cinéma. Et en sortant du cinéma, on n'a pas l'impression d'avoir vu le même film. Alors évidemment, lorsqu'il s'agit d'un film, ce n'est pas bien grave. Mais lorsqu'on parle d'une société qui a été radicalement divisée, il y a les perceptions qui sont radicalement différentes. Et la question, c'est comment faire en sorte que ces narratifs, ces récits sur le passé puissent se rejoindre ensemble pour qu'on puisse de nouveau dialoguer à partir d'un consensus commun. Parce que sans consensus commun sur le récit du passé, eh bien la question de l'avenir se pose de manière dramatique. Évidemment, il y a aussi la question des réparations monétaires, réparations collectives, réparations symboliques, réparations à travers les manuels d'histoire, parce que là aussi, cette question de relire le passé est absolument essentielle.
Et puis, effectivement, il y a les programmes de DDR, de désarmement, démobilisation, réinsertion des combattants qui sont essentiels, de réforme de l'appareil sécuritaire et j'en passe. Donc il y a tout ça qui s'est développé sur l'espace de 25 ans. Et on voit sur l'espace de ces 25 ans aussi un changement absolument considérable. Vous savez que la première loi d'amnistie remonte à 4 siècles avant notre ère. C'est pendant la guerre du Péloponnèse. Et pendant des siècles, on a fonctionné sur l'injonction à l'oubli. C'est-à-dire que pour vivre ensemble, eh bien, on laisse passer le temps et on oublie le passé. Et c'est comme ça que si vous prenez les guerres de religion en Europe, comment finissent-elles? Elles finissent par un édit de pacification. Et l'édit de Nantes, dans son article 2, dit « Eh bien, ceux qui réveilleront la mémoire, eh bien, ils seront punis. » Donc, il y avait vraiment cette impression, cette injonction, cette tyrannie de l'oubli. Et qu'est-ce qui se passe avec le XXe siècle? Eh bien, il y a Sigmund Freud qui arrive et qui découvre l'inconscient. Et lorsqu'il découvre l'inconscient, il y a la question du traumatisme et de la transmission des traumatismes qui aussi pénètre la conscience. Et l'idée que, effectivement, si les problèmes ne sont pas réglés, eh bien, ils se poseront dans une autre génération. Et peut-être que la violence et le cycle de la violence reviendra. Et donc, là aussi, après 2 guerres mondiales et après la fin de la guerre froide, il y a eu l'idée, d'abord en Argentine et puis dans bien d'autres pays, de faire mémoire. Mémoire parce que non plus avec l'idée que c'est le temps et l'injonction à l'oubli qui va oublier, qui va permettre la cicatrisation des sociétés, mais c'est justement l'opposé. C'est la mémoire qui va guérir parce qu'on aura affronté le passé, on l'aura en quelque sorte dépassé, transcendé, en créant une nouvelle identité, un nouveau récit sur le passé. Et ce processus de retour sur le passé est donc absolument essentiel. Voilà pourquoi, d'un côté, je crois, et je suis profondément engagé dans ma vie professionnelle dans les mécanismes de justice transitionnelle, mais pourquoi aussi je suis terriblement lucide et j'aimerais citer 3 défis. Le premier défi, c'est le défi de l'appropriation et de la légitimité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des tribunaux pénaux internationaux qui ont été créés et qui sont parfois formidablement importants. Et c'est vrai que moi, lorsque j'ai été profondément ému, lorsque je pense à notamment un accusé, il s'appelle Dražen Erdemović. Peut-être certains d'entre vous ont entendu son nom. Dražen Erdemović, en 1900, il a 20 ans lorsque la guerre éclate dans l'ex-Yougoslavie. Il est d'origine croate, sa femme est serbe, elle est enceinte, et ses cousins sont musulmans. C'est une famille bosniaque presque lambda, on dirait aujourd'hui. Et puis il n'a pas envie de faire la guerre, il veut venir en Suisse avec sa femme. Mais voilà, la guerre éclate, il se retrouve avec un premier uniforme. Et ce premier uniforme, c'est l'uniforme de Sarajevo, il devient un soldat bosniaque. Mais comme il ne veut pas faire la guerre, il veut toujours aller en Suisse, il s'enfuit et il va dans la partie croate de la Bosnie. Mais il a toujours 20 ans et il se retrouve avec un deuxième uniforme. Mais il ne veut pas toujours continuer à faire cette guerre, donc il va encore s'enfuir, il va déserter. Et il va passer en Republika Srpska pour fuir vers la Suisse. Mais là, il va se retrouver avec un troisième uniforme. Et cette fois-ci, c'est juillet 1995. Et c'est les massacres de Srebrenica. Et lui, il va tuer, avec ses quelques camarades, 1 millier d'hommes. 1 millier d'hommes en une seule journée. Et il va témoigner devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Et donc, c'est un témoignage extraordinairement puissant. Et c'est vrai que son témoignage-là, d'une certaine manière, il faut se souvenir qu'à l'époque, il y a beaucoup de gens dans les Balkans qui disent « c'est pas vrai, il ne s'est pas rien passé à Srebrenica. On est dans le déni, dans le négationnisme. » Et son témoignage est important. Et en même temps, ce qui se passe est aussi dramatique parce qu'il y a des centaines de gens, il y a je crois près de 3000 personnes qui ont témoigné devant le TPY, devant ce tribunal pénal international, et en même temps le message passe mal dans les Balkans encore aujourd'hui, à cause de la propagande d'État, à cause des médias sociaux, à cause de 1000 raisons, peut-être parce que le tribunal fonctionne mal et n'est pas un organe de relations publiques. La question, finalement, c'est quand vous avez un tribunal pénal international et vous voulez rendre justice et vous voulez que ça soit un exercice pédagogique, comment transmettre ce processus, comment transmettre cette leçon d'histoire à des peuples entiers et des sociétés entières, lorsque ce sont encore des sociétés qui sont profondément divisées.
Et parfois, le tribunal n'arrive pas à faire ce travail. Et en l'occurrence, ce tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, on a vu les chiffres, quasiment de 10 à 20% des sociétés croates ou serbes ont adhéré à ce récit-là, c'est-à-dire que l'essentiel de la majorité de la population n'a pas adhéré. Donc on voit bien la difficulté et le fait que l'appropriation, la question de la légitimité de ces instruments juridiques est essentielle pour que leur travail soit véritablement reconnu. Et ça, c'est pour moi le premier instrument, le premier défi. Si ces instruments-là ne sont pas reconnus, eh bien leur efficacité sera profondément mise en cause. Le deuxième défi, c'est aussi tiré de mon expérience très pratique. Je vais dans un certain nombre de pays qui, depuis l'indépendance, ont connu des cycles de violence à répétition. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se fait qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont été souvent massacrées, voire des centaines de milliers. Et au nom du droit à la vérité, dont Fabienne Salvioli a justement parlé, eh bien, il y a une possibilité d'exhumer. Mais jusqu'où faut-il aller dans le processus d'exhumation? Est-ce qu'il faut faire quelques cas ou est-ce qu'il faut exhumer des centaines ou des milliers de personnes? Mais si vous faites ça, quel est ça peut poser un certain nombre de questions. D'abord, est-ce que vous allez ouvrir les plaies dans des sociétés encore fragiles et divisées lorsque la violence continue, ou est-ce que vous allez aider à le refermer? Et si vous exhumez, et c'est un processus difficile éthiquement, moralement, psychologiquement, juridiquement, où vous allez vous arrêter dans cette quête de justice? Est-ce que vous allez faire des expertises ADN? On sait depuis Srebrenica, et grâce à la percée technologique, maintenant avec l'ADN, on peut identifier près de 80% des restes humains. Mais en même temps, ça coûte de l'argent. Comment vous allez peser, en quelque sorte, l'éducation, le logement, les services sociaux avec le travail sur le passé? Comment vous allez prioriser en toutes ces priorités? Là aussi, c'est des questions extraordinairement sensibles et des dilemmes très profonds qui engagent à la fois une éthique intime de chacune des personnes qui vivent dans ces sociétés, mais aussi qui engagent des choix politiques et judiciaires très profonds, avec des conséquences très importantes. Simplement, lorsqu'il y a un massacre, eh bien c'est une scène de crime. Qui dit scène de crime dit justice. Mais jusqu'où voulez-vous aller dans ce processus de justice? Allez-vous commencer à inculper des milliers de gens? Est-ce que c'est ça que vous voulez au nom de la justice? Mais alors comment concilier avec la stabilité? Donc tout ça, c'est des dilemmes. Je ne suis pas sûr d'avoir les réponses, mais je crois que c'est très important de poser sur la table la difficulté de ces dilemmes. Le troisième défi que j'aimerais mentionner, c'est le défi de l'articulation de la justice et de la paix. Il se fait que dans un des pays que je travaille, c'est la Centrafrique. Eh bien, en Centrafrique, vous le savez, c'est une situation dramatique. Il y a 17 groupes armés, au moins, qui contrôlent peut-être 80% du territoire. En même temps, il y a la Cour pénale internationale qui est présente. On a créé une cour pénale spéciale. Il y a les tribunaux ordinaires. On va créer une commission vérité et réconciliation. Eh bien, d'un côté, c'est formidable. Il y a tout le package, si vous voulez, de la justice transitionnelle. Alors, formidable, on pourrait se dire. Mais en même temps, si vous voulez arriver à un processus de paix, comment vous allez faire si vous voulez avoir autour de la table des leaders qui peut-être ont les mains pleines de sang? Donc on voit bien cette tension entre la recherche de la paix et la recherche de la justice. Et j'entends bien qu'il y a certains crimes qui sont tellement horribles qu'il faut évidemment poursuivre, mais en même temps, comment avancer dans une logique pacifique? Et on voit bien comment ces questions-là se posent dans le monde entier. Comment, en Europe même, la question de Milosevic. Milosevic, avant d'être inculpé par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, a été l'un des artisans des accords de paix de Dayton de quelques années plus tôt, en 1995, en décembre 1995. Donc comment gérer cette relation entre l'articulation de la justice et l'articulation de la paix? Et on voit très très bien la complexité. Et ce qui m'amène aussi à une autre question.
La lutte contre l'impunité, c'est essentiel, et le rapporteur spécial l'a encore rappelé. Mais où faut-il mettre le curseur dans l'amnistie? Où vous décidez que jusque-là il faut aller, et jusque-là, finalement, on tire un trait? Parce que finalement, dans les violences de masse, il y a des exécutants de masse. Et donc là aussi, ça pose énormément de questions. Tout ça pour vous dire, en conclusion, qu'il est essentiel que la justice transitionnelle fonctionne, mais elle est confrontée à des défis à la fois éthiques, juridiques, politiques, à des niveaux qui concernent chacun d'entre nous et qui concernent en même temps l'ensemble de la société. Pour moi, l'aspect le plus important aussi, c'est l'aspect délibératif, c'est-à-dire qu'il y ait une discussion, un dialogue. D'une certaine manière, comme on a vu en Afrique du Sud, ou dans n'importe quelle société, vous avez d'abord des vérités personnelles, c'est-à-dire que chacun d'entre nous est porteur d'une vérité. Et cette vérité, elle est souvent héritée de sa famille, de sa communauté, en fonction de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez lu. Mais à partir de là, il y a d'autres types de vérités. Il y a la vérité aussi, qui est la vérité qu'on pourrait appeler forensique, c'est-à-dire la vérité des faits bruts, c'est-à-dire le nombre de gens qui sont morts à tel endroit et qu'on ne peut pas nier. Et donc cette vérité forensique, elle est extraordinairement importante. Et puis il y a peut-être derrière ça la vérité dialogique. La vérité dialogique, c'est la vérité qui naît justement de ce rapport entre les différentes vérités, de cette confrontation, de ce dialogue entre les gens, entre les individus, avec l'apport des tribunaux et des commissions vérité. Et là naît un nouveau récit. Et le fait simplement de pouvoir peut-être limiter l'étendue des mensonges admissibles, c'est déjà une grande victoire, parce que ça limite le négationnisme et donc ça limite les violences à venir. Donc tout ça pour vous dire que les défis sont considérables, mais en même temps, nous n'avons pas d'autre choix que de cheminer sur ce chemin extraordinairement difficile qu'est la justice transitionnelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Azon. La CIB, ce congrès est par la force des choses orienté sur les activités et les processus juridiques et judiciaires, mais il nous a semblé important, dans le cadre de cet après-midi consacré à la justice transitionnelle, de laisser également quelques minutes la place à ceux qui, par leurs activités et leurs actions, sont complémentaires à ces processus et leur sont indispensables, tels l'accès à l'information. J'ai le plaisir de céder quelques minutes la parole à Madame Caroline Vimin, qui est la directrice de la Fondation Hirondelle. Merci, bonjour à tous. Effectivement, la complexité de la justice transitionnelle vient d'être présentée. Ce qui est aussi marquant, c'est de voir combien ça touche chacun dans son vécu, parfois malheureusement, mais aussi dans sa capacité à vouloir, à pouvoir vivre ensemble. Et la Fondation Hirondelle, qui est une fondation suisse qui travaille dans la promotion de l'information et la mise à disposition d'informations dans les pays fragiles ou les pays en reconstruction après conflit, a pris conscience dès le début de cette association entre le droit de savoir et le droit à la justice. Pour pouvoir établir des faits, pour pouvoir établir des vérités, le rôle des médias est essentiel. Des médias indépendants, des médias professionnels, des médias faits sur le terrain par des journalistes locaux et des médias crédibles, vus, suivis, lus. Dans cet objectif-là, la Fondation Hirondelle a créé en 1995, avec le concours de Pierre Azan, un site d'information dédié à la justice transitionnelle qui s'appelle Justice Info. La volonté, l'objectif de Justice Info, c'est de regarder ces 4 piliers de la justice transitionnelle et d'agir à différents secteurs de la société pour pouvoir faire comprendre ces mécanismes, permettre aux populations locales qui sont souvent les principales victimes de s'approprier ces mécanismes et surtout de dialoguer et de construire un ensemble pour le futur. Un des grands défis, c'est de former les journalistes
au niveau local, à la complexité des mécanismes, aux termes juridiques. Vous êtes des spécialistes du droit, vous savez combien les processus, les mécanismes sont, pour les non-initiés, complexes. Donc il y a un grand effort de formation qui est fait. Et cet après-midi, dans les panels, vous aurez des représentants de notre rédaction, que ce soit notre rédacteur en chef ou notre rédacteur en chef adjoint, qui pourront témoigner de cela. Former des journalistes à pouvoir interviewer et poser les bonnes questions aux avocats, aux procureurs, aux juges, mais aussi évidemment donner la voix à la population dans son ensemble, les victimes et les présumés coupables ou les reconnus coupables. C'est aussi important d'être inclusif dans cette mise à disposition de la parole. Un autre défi que Justice Info essaye de remplir, c'est de faire la passerelle entre la justice au niveau international, qu'elle se passe à La Haye ou lors de décisions à New York, à Genève ou ailleurs, et la réalité locale, le ressenti local. Permettre un regard croisé entre le local et l'international. La plupart des enjeux des crimes de masse ont des conséquences aussi au niveau international qui, elles-mêmes, quand elles sont prises en compte, ont ensuite des répercussions au niveau local. Donc regardez la proximité, les effets de justice au niveau local, les efforts de réconciliation, mais aussi les démarches au niveau international, les présenter et les faire comprendre. Et enfin, c'est le thème de votre séminaire pendant 3 jours, par rapport à la résolution et la prévention des conflits, mettre cette information à disposition du plus grand nombre pour permettre le dialogue. Promouvoir le dialogue, la parole, comme un des outils de prévention de l'utilisation de la violence pour régler des conflits. Ne pas retomber dans le cycle de violence, ça a été présenté comme un des piliers, la non-répétition des crimes, et favoriser le dialogue. Et le dialogue, ça veut dire s'écouter, ça veut dire chercher à entendre l'autre et à comprendre l'autre. Et les médias ont un rôle fondamental dans cet effort-là. Donc je voudrais remercier à nouveau les organisateurs de nous permettre de participer à cette conférence. Je vous invite à visiter justiceinfo.net et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci.